Avez-vous déjà été amoureux ou amoureuse? Je suppose que la réponse est oui. Eh bien, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une affaire qui montre que l'amour peut parfois nous faire des choses vraiment horribles. À la fin de la vidéo, à tout moment, vous vous dites « je reste célibataire à vie » ou « je quitte mon partenaire » ou ma partenaire. Et j'abuse un petit peu. Ce que je vais vous présenter là, c'est une histoire tragique. J'espère que ça va vous intéresser. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez triste. Je ne pense pas que ça va vous laisser de marbre. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner. C'est vraiment très important. Ça aide beaucoup pour le référencement, tout comme les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, même la communauté silencieuse. Je fais appel à vous. Je vous laisse de nouveau mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, me faire un retour sur une vidéo, me donner des conseils, me donner un sujet que vous aimeriez que j'aborde. C'est avec plaisir que j'irai lire tout ça. Et si vous êtes bien installé, que vous avez votre petit plaid avec vous, on est parti pour cette histoire. Je vous présente Ellie Gould, une jeune fille âgée de 18 ans qui vivait avec ses parents et qui était une passionnée d'équitation. Elle partageait cette passion avec sa mère, Carole, ce qui fait que mère et fille étaient assez proches de par ce lien qui les unissait. Elle était également proche de son père, Matt. Et Ellie, dans la vie, était étudiante. Elle n'était pas encore à l'université, elle était sur la fin de son lycée. Et elle était là-bas quelqu'un de très apprécié, de très populaire. Et Ellie avait cette particularité d'être très sympathique, et sympathique avec tout le monde, même les gens qu'elle ne connaissait pas forcément. C'est pour ça qu'elle était au lycée très appréciée de ses amis, mais également des professeurs et de ceux qui ne la connaissaient pas très bien. En janvier 2019, Ellie a dit à ses parents qu'un garçon l'avait invité à sortir. Ce jeune garçon, c'était un certain Thomas Griffiths, un jeune homme qui était assez athlétique et qui jouait au rugby. C'était un jeune garçon qui allait dans le même lycée qu'Ellie. Elle avait déjà flashé depuis quelque temps sur lui et finalement ils se sont mis ensemble. Ils avaient déjà flirté un petit peu avant d'officialiser leur relation, mais là c'était bon. Ils concrétisaient, ils officialisaient le fait d'être ensemble. On pourrait penser que Ellie vit une vie parfaite, la vie rêvée, qu'il n'y a pas de problème, mais malheureusement sa relation avec Thomas s'est petit à petit effondrée, car Ellie, elle, voulait continuer de voir ses amis, mettait en avant ses études, le fait de réussir ses études, et Thomas, lui, était trop focus, entre guillemets, sur cette relation. Lui, il laissait passer Ellie avant tout, et ça c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas vraiment. Pour Ellie, c'était simple, il fallait faire une part des choses. Il y avait certes cette relation, tout faire pour qu'elle se passe bien, mais il ne fallait pas non plus négliger ses amis et ses études au profit de la relation. Thomas, lui, c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas, et c'est donc ça qui a mené petit à petit à la fin de la relation entre Thomas et Ellie. Cette fin de relation, Thomas a eu énormément de mal à l'accepter. Et le fait qu'il ne l'accepte pas, ça se traduisait clairement par du harcèlement. Thomas envoyait beaucoup de messages à Ellie pour essayer de la reconquérir, mais ça ne prenait pas. Pour Ellie, c'était terminé, elle avait décidé de tourner la page. C'est donc en mai 2019 que la relation s'est terminée et le lendemain de la rupture, le 3 mai 2019, la mère d'Ellie, Carole, s'est réveillée. Ellie, elle, prenait son petit déjeuner, elles ont parlé un petit peu ensemble, tout se passait normalement. Ellie devait rester à la maison pour la matinée car elle n'avait pas cours le matin, donc Carole a embrassé sa fille et elle est ensuite partie pour travailler. C'est une amie d'Ellie, qui s'appelait également Ellie, qui devait récupérer la jeune fille à son domicile pour ensuite aller à l'école au cours de l'après-midi. Sauf que cette fameuse amie a reçu un message d'Ellie lui disant que ce n'était pas la peine de venir la récupérer car elle se rendrait à l'école par ses propres moyens. C'est plus tard dans la journée, vers 15 h, que Matt, le père d'Ellie, est rentré à la maison et qu'il a fait une horrible découverte. Il a trouvé sa fille face contre le sol, dans la cuisine, dans une mare de sang avec un couteau dans la main. La scène était horrible à voir. Immédiatement, Matt a appelé les services de secours, le 911, et malheureusement, à leur arrivée, il était déjà trop tard. Ellie avait perdu la vie. Et quelque chose surprend les enquêteurs quand ils ont analysé un petit peu ce qui s'était passé, parce que dans un premier temps, on a l'impression que c'est Ellie qui s'est donné la mort elle-même, sauf que certains détails laissent penser que quelqu'un serait en fait responsable de ce qu'il s'est passé. Je pense que, vu comment je vous ai présenté les choses, vous savez déjà qui est responsable, mais on va y aller petit à petit. De toute façon, le nom du responsable sort assez vite. La mère d'Ellie, elle, pense que c'est un accident, elle fait confiance à ce qu'elle voit, mais les enquêteurs, eux, ne sont pas de cet avis. Ils parlent donc aux différents voisins et certains font état d'un témoignage assez intéressant. Ils disent qu'ils ont vu quelqu'un, un jeune homme assez fin, athlétique, se présenter au domicile de la jeune fille durant la journée. Immédiatement, Thomas Griffiths est le nom qui ressort dans la liste des suspects et en tant que suspect principal. Il ne ressort pas d'abord parce qu'il correspond à quoi que ce soit, mais parce que Ellie a été
en liaison avec ce jeune garçon. Vous savez, quand il y a un crime, souvent les premiers suspectés, sans qu'ils soient incriminés, sont les proches. Sauf s'il y a vraiment des preuves qui montrent qu'ils n'ont rien à voir. Ce fameux Thomas Griffiths est donc interrogé, et déjà les enquêteurs se rendent compte que physiquement il correspond à la description qu'on a fait de l'individu qui s'est présenté au domicile de la jeune fille. Il a été interrogé et de ce que disent les enquêteurs, il avait un comportement très étrange. Rapidement, Thomas est arrêté et il est gardé en cellule le temps qu'on obtienne plus de preuves. Soit des preuves pour vraiment l'incriminer, soit des preuves pour le libérer et donc faire état de son innocence. Les parents d'Ellie étaient assez surpris et choqués d'entendre que Thomas avait été arrêté parce qu'ils avaient connu ce jeune garçon, donc jamais ils n'auraient suspecté qu'il puisse être responsable de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'a bien pu dire Thomas Griffiths à la police quand il était interrogé à plusieurs reprises? Il racontait une histoire et cette histoire nécessitait une vérification auprès de ses amis qui étaient mentionnés dans son histoire. Apparemment, il aurait envoyé des messages à des amis et il n'arrêtait pas de dire à ses amis qu'il était très stressé. Et il les a envoyés précisément le jour de la mort d'Ellie Gould. Il racontait qu'il était stressé, qu'il ne savait pas comment gérer son stress et ses amis, en tant que bon ami, lui ont répondu qu'il pouvait en parler avec eux s'il avait besoin. Il a également envoyé des photos où il y avait des traces de griffures sur son cou. On pourrait penser qu'il se les a infligées lui-même de par le stress, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que ces traces ont été infligées par Ellie, alors qu'elle cherchait à se défendre de son agresseur qui aurait été Thomas. Le jour du meurtre, Thomas aurait été emmené au lycée par sa mère et il aurait pris directement le bus pour rentrer à la maison ne se sentant pas bien à cause de son stress. Il aurait patienté chez lui et quand sa mère serait revenue le midi, il se serait caché dans sa buanderie pour ne pas être vu. Après cela, il aurait demandé à un voisin de l'emmener à l'école, il y serait allé et sur place, il aurait directement sollicité l'infirmière de l'école pour lui parler de son stress et n'étant pas en état d'assumer la journée d'école, sa mère serait venue le récupérer. Ça, c'est sa version des faits. De ce que les enquêtes sur le corps d'Ellie ont montré, elle serait décédée 3 heures avant la découverte de son corps. Donc si elle était découverte aux alentours des 15 heures, ça voudrait dire que c'est vers 11 h midi qu'elle aurait été assassinée. On a analysé le téléphone de Thomas et on s'est rendu compte que par rapport à son histoire, des choses ne collent pas. Son téléphone a été déconnecté du Wi-Fi de la maison à 10h50 et il s'est reconnecté 1 heure plus tard. Ce qu'on constate, c'est que Thomas est donc parti de chez lui à 10h53, il est revenu à 11h51 et il est ensuite reparti pendant 18 minutes un peu plus tard. Les enquêteurs ont donc une suspicion. Ils pensent qu'en fait Thomas s'est rendu 2 fois au domicile d'Ellie. Il y serait allé une première fois, là où il aurait commis son crime, il serait ensuite rentré chez lui et il y serait ensuite retourné une seconde fois pour masquer son implication et faire croire que Ellie s'est donné la mort elle-même ou qu'elle a eu un accident. La police voulant donc être un peu plus sûr concernant cette théorie, ils vont au domicile de Thomas, ils fouillent et ils trouvent des choses qui vont lier Thomas à 100% dans l'affaire. Ils retrouvent dans un sac poubelle, chez lui dans sa chambre, des vêtements qui n'appartiennent pas à Ellie mais qui appartiennent à Thomas mais qui sont tachés de sang. Et ce sang correspond bien à notre victime. Voilà donc ce qui se serait passé cette fameuse journée de mai 2019. Déjà on pense que Thomas avait planifié son coup. Il serait allé directement au domicile d'Ellie, il l'aurait étranglé et l'aurait poignardé. Il serait ensuite rentré chez lui et se rendant compte de l'atrocité de la chose qu'il avait réalisée, il serait retourné au domicile d'Ellie après pour cette fois-ci camoufler son implication dans cette atrocité. Il aurait utilisé le téléphone de la victime pour envoyer un message à la fameuse amie qui devait récupérer Ellie. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour le bien commun, tout ce qu'il a fait pour essayer de masquer son implication s'est retourné contre lui et donc on a pu le retrouver très facilement. C'est en août que s'est présenté le procès du jeune garçon. Il a plaidé coupable mais a donné une nouvelle version de ce qui se serait passé. Une nouvelle version qu'on arrive difficilement à croire car il dit qu'il était allé chez Ellie normalement pour réviser et que une fois arrivé sur place, il se serait disputé avec elle, il l'aurait certes étranglé mais après il aurait un blackout, il ne se souviendrait pas de ce qui s'est passé. Et vous en conviendrez, c'est vrai que c'est plutôt difficile à croire. Ce qui se passe ensuite est assez complexe car Thomas semble montrer des remords par rapport à ce qu'il a fait. Il a écrit une lettre d'excuse à l'attention de la famille d'Ellie ainsi qu'à l'attention de ses amis. Mais les proches de la victime ont l'intime conviction que Thomas n'est pas du tout désolé de ce qu'il a réalisé et que c'est juste pour
sauver la face qu'il fait ça. Il a été condamné à une sentence à vie avec possibilité de libération, de révision de son jugement au bout de 12 ans passés en prison. Une des excuses de Thomas par rapport à ce qu'il a fait, c'est sa santé mentale. D'un côté, il utilise sa santé mentale comme excuse pour justifier ce qu'il a fait. Et ce qu'il faut savoir avec cette affaire, c'est que ça a créé une première juridiquement, c'est que Thomas à cette époque n'était pas âgé de 18 ans, donc étant âgé de 17 ans encore, il a été traité comme un enfant. Et il y a eu une première, justement, avec cette affaire-là, une loi a été créée, la loi Elie, en hommage à la victime, qui fait que, alors je ne suis pas calé juridiquement, donc peut-être que je vais dire des erreurs, et cette loi permet de traiter des enfants par rapport aux crimes qu'ils ont commis comme des adultes. Voilà les amis, on en a fini pour cette tragique histoire. C'était une histoire assez courte, il n'y a pas vraiment de mystère sur les coupables, on n'a pas plusieurs suspects, on n'a pas des pistes qui s'élance vers des possibilités et qui s'arrête net parce qu'on n'a plus de preuves. Là, on sait plutôt rapidement qui est responsable et pourquoi. Le mobile, clairement, de cette atrocité, c'est juste que Thomas n'acceptait pas qu'Ellie refasse sa vie. C'est pas la première fois où on voit ce genre de choses dans ce type de vidéo que je peux faire, des personnes qui n'acceptent pas que leur ex recommence à vivre normalement, et en fait ils décident de mettre fin à leur vie parce que eux-mêmes n'arrivent pas à passer à autre chose, et je trouve que c'est quelque chose de tragique. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, personnellement je la connaissais pas du tout. Après, des faits divers comme ça, malheureusement il y en a énormément, vraiment il y en a une liste incroyable. C'est fou de voir tout ce qui peut se passer dans le monde. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a intéressé. Si vous avez passé malgré tout, malgré cette histoire et la tragédie que je vous ai raconté, un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram de nouveau juste ici si vous souhaitez me suivre et m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Ou juste me suivre, ça marche aussi. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Avec ce type de vidéo, on voit qu'il y a vraiment du danger là où on ne s'y attend pas forcément. Donc restez quand même sur vos gardes, faites attention. Prenez soin de vous les amis, c'était Aken, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!